Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour cette vidéo qui sera intégralement consacrée à l'éclipse totale de lune de la nuit du dimanche 20 janvier au lundi 21 janvier 2019. Permettez-moi d'abord de commencer cette vidéo en vous présentant mes meilleurs vœux à vous et ceux que vous aimez pour cette année 2019 dans tous les domaines de votre vie. Cette éclipse est une éclipse absolument incontournable et elle mérite vraiment qu'on y attache attention et qu'on se donne tous les moyens pour pouvoir l'observer dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la seule éclipse totale de lune qui sera intégralement visible depuis la France métropolitaine et ce jusqu'au 20 décembre 2029. Donc en réalité, c'est, on pourrait dire, l'éclipse de la décennie, même si on n'est pas bien évidemment sur des chiffres ronds au niveau du calcul d'une décennie, mais réellement c'est une éclipse absolument incontournable. Vous l'avez peut-être vu dans la presse, cette vidéo a lieu pendant ce que l'on appelle une superlune, et on parle même de super éclipse. Derrière ces titres un peu racoleurs, qui en réalité sont d'origine purement astrologique dans le but de vendre des horoscopes, un phénomène astronomique est réel, c'est-à-dire que la Lune se trouve à sa périgée, c'est-à-dire au plus proche de la Terre, au moment de la pleine Lune. Donc effectivement, la considération astrologique ne nous intéresse pas bien évidemment. En revanche, du point de vue astronomique, c'est intéressant. Si la Lune est un peu plus proche, eh bien à ce moment-là, elle va apparaître un peu plus grosse et un peu plus lumineuse. Elle va apparaître à peu près 13% plus grosse et jusqu'à 30% plus lumineuse. Donc, du point de vue astronomique, c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir avoir un petit peu plus de détails et en particulier pour une éclipse, on va du coup avoir plus de lumière finalement et donc là c'est très intéressant pour notre observation ou pour nos photos. Elle sera donc visible, la première chose à faire si vous voulez pour regarder si ça vaut le coup de s'intéresser à une éclipse de lune ou pas, c'est de savoir si elle est totale ou pas. Elle est totale, c'est bien le cas. La deuxième chose, c'est de s'intéresser sur les zones de la Terre depuis lesquelles elle sera visible. Donc pour ça, vous avez deux moyens. Vous pouvez prendre une carte en projection des zones de la Terre, ou la deuxième, c'est de vous intéresser à quelle serait la vue de la Terre depuis la Lune à l'instant du maximum de la totalité de votre éclipse. Donc ça donne cette vue que vous voyez à l'écran. Et vous pouvez voir qu'elle est centrée sur la mer des Caraïbes. Donc ça nous signifie qu'un certain nombre de pays, déjà tous les pays que vous pouvez voir là à l'instant sur l'écran, sont en mesure de voir la Lune au moment de sa totalité. Ça ne veut pas dire que tous les pays qui sont les plus au bord de cette vue pourront la voir intégralement. Là, il faut approfondir. Donc en fait, si on part d'est en ouest, vous pouvez voir que pour ce qui est de l'Europe globalement, on va pouvoir voir au moins la totalité. On va s'intéresser bien évidemment au monde francophone, donc la France métropolitaine avec la Corse, la Suisse, la Belgique, mais aussi les pays du Maghreb, donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Si vous vous rapprochez ensuite du continent américain, vous avez la Guyane française qui sera bien placée. Donc c'est le fuseau horaire UTC-3, on était en UTC+1 pour ce qui est de la France. Vous avez UTC-4, vous avez la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Et enfin, en UTC-5, vous avez le Québec francophone. Donc en fait, beaucoup d'entre nous pouvons voir cette éclipse. On peut approfondir ensuite en reprenant une projection plane de la Terre et vous pouvez avoir ces différentes zones. Quand c'est tout en blanc, c'est que vous pouvez voir intégralement l'éclipse et puis ensuite vous avez des points supplémentaires si vous voulez en dégradé qui disent si vous pouvez voir ou pas le début ou si vous pouvez voir ou pas la fin. Donc on est un petit peu limite sur l'Europe pour ce qui est de la fin de l'éclipse. Donc là on va approfondir un petit peu ce phénomène. Rappelons juste pour commencer un petit peu ce qui va se passer, c'est tout simple. En fait la Lune va passer derrière la Terre et donc elle va être éclipsée par la Terre et ne sera plus éclairée par le Soleil. Donc c'est un phénomène qui se passe, il y a deux périodes dans l'année qui sont glissantes au fur et à mesure des décennies. Actuellement on est sur janvier, février, mars à peu près, et sur juillet, août, septembre, où on peut avoir des éclipses de lune ou des éclipses de soleil, puisque le plan de la lune et d'évolution de la lune et le plan d'évolution de la Terre, qu'on appelle l'écliptique,
se croisent sur ce qu'on appelle des nœuds. Et donc c'est à cette période-là qu'on peut avoir ces éclipses. Une éclipse présente plusieurs phases. Pour une éclipse de lune, il y a 3 phases à comprendre. La première phase est la phase dite pénombrale, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire que du point de vue d'un observateur qui serait situé sur la Lune, le Soleil est en partie éclipsé par la Terre. Donc ça correspond un peu à une éclipse partielle de Soleil, d'une certaine façon. Et donc, qu'est-ce que vous avez à ce moment-là? Eh bien, la Lune va commencer à s'obscurcir progressivement, mais reste encore très lumineuse. La deuxième phase de votre éclipse, c'est la phase partielle. Là, à ce moment-là, une partie de la Lune se trouve réellement dans la partie dite cône d'ombre de la Terre, donc n'est plus du tout éclairée par le Soleil. Et donc, vous pouvez voir un grand arc de cercle qui ressemble au croissant de la Lune, mais en réalité, si on y regarde bien, ce ne sont pas tout à fait les mêmes arcs de cercle. Et donc là, on a bien une différence. Donc, si vous vous trouvez dans la partie encore éclairée, vous êtes en situation pénombrale et vous voyez donc le Soleil qui est partiellement éclipsé par la Terre. Si vous êtes dans la partie obscure de la phase partielle, là, à ce moment-là, vous ne voyez plus le Soleil. Enfin, la dernière phase est la phase totale. Là, à ce moment-là, la totalité de la Lune se trouve dans le cône d'ombre de la Terre. Et donc, la Lune devrait logiquement être toute noire. Cependant, et vous pouvez voir cette extraordinaire vue, alors apparemment c'est une vue d'artiste, mais elle est très réaliste, qui montre en réalité que l'atmosphère de la Terre projette un peu de lumière qui vient du Soleil en direction de la Lune. On en a parlé lors de la vidéo sur l'observation du rayon vert. Il y a 2 phénomènes qui se passent dans l'atmosphère de la Terre, à savoir la réfraction qui dévie les rayons de lumière de la Terre comme un prisme ou une lentille, et donc qui va venir les faire malgré tout converger vers la Lune, et la diffusion de Rayleigh qui vient absorber les différentes longueurs d'onde, et en réalité il ne reste plus que le rouge. Et donc la Lune se part d'une robe rouge, rouge brique, rouge pastel, qui est vraiment très très belle. On peut parler aussi de couleur vin. En tout cas, c'est pas un rouge vif, c'est ça que je veux dire. Et donc, la Lune à ce moment-là n'est plus de magnitude moins 12, c'est-à-dire très lumineuse qu'elle peut avoir quand elle est totale, mais on est sur une magnitude qui est de l'ordre de la magnitude 1, et donc vous pouvez voir que le ciel étoilé réapparaître véritablement pendant la phase de la totalité. Cette observation présente-t-elle un danger? Non, cette observation ne présente absolument aucun danger. Vous êtes en pleine nuit, il n'y a pas de danger de luminosité, pas plus que lorsque vous observez la Lune le reste de l'année. Et bien au contraire même, elle est encore moins lumineuse, et donc là, il est vraiment recommandé de l'observer avec un télescope, que ce soit un télescope pour enfants, une paire de jumelles, ou un télescope de plus gros diamètre. Bien évidemment, plus le diamètre est important, plus on capte de signal, meilleure est la résolution, et donc on a une image beaucoup plus belle à observer. Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci. Passons maintenant aux éphémérides proprement dites de l'éclipse. Donc je vais vous présenter une animation des différentes phases de l'éclipse et on va s'arrêter étape par étape. Vous aurez en bas de l'écran donc l'heure locale pour les différents fuseaux horaires dont on a parlé tout à l'heure. Donc l'entrée dans la zone de pénombre, donc c'est vraiment le tout début si vous voulez de l'éclipse proprement dite, et est à 3h36 heure française, 2h36 heure UTC. Donc là, à ce moment-là, bien évidemment, on ne voit rien, mais ça nous donne une image de référence, c'est-à-dire que la Lune est totalement illuminée et elle est à sa couleur naturelle. Ça pourra avoir un intérêt si vous faites des photos, en particulier avec un appareil de type défiltré. Donc à 3h36, on commence la phase dite pénombrale. Donc là, à ce moment-là, la Lune va commencer à s'obscurcir progressivement,
à partir de son côté est du point de vue de l'observateur. Et donc vous allez la voir s'obscurcir progressivement avec un dégradé, si vous voulez, s'obscurcissant. À 4h33, elle va commencer à rentrer dans l'ombre de la Terre. Donc on va commencer la phase dite partielle. Et là, à ce moment-là, vous allez voir un grand arc de cercle noir venir couvrir la surface de la Lune. Alors je vous parlais d'une phase totale qui sera rouge. En fait, vous pouvez déjà à ce moment-là, en observant la partie donc qui est partiellement éclipsée de la Lune, si vous l'observez avec un bon télescope, par exemple, vous pourrez constater qu'elle est déjà rouge, bien sûr. Simplement, l'écart de luminosité entre la partie qui est encore pénombrale et la partie qui est partielle est tel que vous aurez voilà, du mal à percevoir ces deux contrastes à l'œil nu. Par contre, avec un instrument, vous pourrez commencer à le constater. À 5h41, la Lune entre dans la phase totale. Donc là, à ce moment-là, elle ne sera plus du tout directement éclairée par le Soleil et elle sera de cette couleur, donc rouge pastel. Donc si vous vous levez par exemple à 6h du matin pour aller travailler ou 5h30, et ben en fait vous pourrez observer, donc elle sera un peu côté sud-ouest, hein, elle sera plutôt vers voilà, le sud-ouest, pour la France métropolitaine j'entends, bien évidemment. Ce sera pareil pour le Maghreb, bien évidemment, si vous êtes aux alentours de la Guyane, de la Guadeloupe, etc., là elle sera beaucoup plus, on va dire plein sud, mais en fait plein zénith. Et pour le Québec, elle sera légèrement, elle sera plein sud, mais légèrement à l'est. Donc, début de la phase totale à 5h41, à 6h12 sera le maximum de la totalité. Donc là encore, ceux qui se lèvent sur cette tranche d'horaire pourront l'observer. Enfin, à 6h43 heure française, ce sera la fin de la totalité. Donc vous pourrez voir apparaître un petit trait lumineux sur le côté est de la Lune, puisque on va bien évidemment, la Lune se déplace d'ouest en est vis-à-vis des étoiles. Et progressivement, donc, on revient sur la phase, voilà, on entre dans la phase partielle à nouveau, et vous avez une partie de la Lune qui est encore très sombre et rouge pastel, et l'autre partie de la Lune qui est très lumineuse. On sort totalement de l'ombre à 7h50, et enfin, on sort de la... Donc là, on est pleinement dans la phase pénombrale à nouveau. Et enfin, on sort de la pénombre à 8h48 heure française. Et donc là, c'est vraiment la fin du phénomène. Donc en fait, la fin de la phase pénombrale par rapport à la sortie, si vous voulez, ne sera pas intégralement visible depuis toute l'Europe. Ça dépend en fait de votre latitude et votre longitude. Donc moi j'ai pu voir par exemple qu'à Lille, a priori la fin 8h48 elle est encore juste au-dessus de l'horizon, mais par exemple à Paris c'est déjà plus le cas. Donc Strasbourg, la Corse, etc. ce ne sera plus le cas non plus. Et pour ce qui est de la Tunisie, de l'Algérie, je pense que ce ne sera plus le cas. Bon, c'est pas très grave dans le sens où on aura vraiment bénéficié de toute la totalité de tout ce qui se passait avant. Il est préférable de pouvoir observer la Lune avant la partie éclipsée, ce qui permet de faire la mise au point des instruments et de pouvoir faire les réglages du mieux possible. J'ai souffert un petit peu de ça lors de la dernière éclipse du 27 juillet 2018. Je vous invite à revoir le film donc sur ma chaîne, puisque la Lune, quand elle se levait, était déjà éclipsée, et donc il était très difficile de faire une mise au point correcte, et donc ma mise au point était un tout petit peu limite. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est des différents horaires, si vous voulez, du phénomène. Donc bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire la nuit blanche, mais au minimum, quand vous vous levez le lundi 20 au matin, pour ceux qui habitent donc en France, en Europe et au Maghreb, eh bien profitez-en. Pour ceux qui sont plutôt donc proches des Caraïbes ou pour nos amis québécois, là bien évidemment, je vous recommande de faire la nuit blanche. J'allais oublier un point absolument fondamental. Avant de vous engager à faire une nuit blanche, à prendre une journée de congé, eh bien, il faut absolument consulter la météo de façon à ne pas se retrouver avec des nuages. Qui plus est, si vous prévoyez de prendre la voiture et de faire une certaine distance de façon à trouver le site idéal, le site parfait pour votre observation.
Je vous conseille 3 sites. Le premier, alors ils existent en site internet et à la fois en application sur smartphone. Météo Blue, vous tapez votre ville, par exemple Chartres, et là vous choisissez spécial et astronomical seeing. Ces 3 colonnes correspondent aux nuages de basse altitude, de moyenne altitude et de haute altitude. Lorsque au moins une des 3 n'est pas à 0, vous avez des nuages. Donc le seul moment où vous n'en avez pas, c'est ici. Et comme ça correspond exactement à la verticale de votre site, c'est pas top. Sur la même période, vous pouvez voir que vous n'avez aucun moment où vous avez un vrai dégagement. En revanche, si nous allons à Nice, vous pouvez voir que les 3 colonnes sont bien à 0. Et donc là, par exemple, vous pouvez observer pendant cette portion de nuit, vous pouvez observer là sans problème, puisque vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures qui sont absolument parfaites d'affilée, donc vous savez que vous avez une vraie percée pour observer. Sur Météo Ciel, vous avez une première vue qui correspond à nébulosité, et cette vue est valable pour les 240 heures à venir. Et donc vous pouvez avoir une animation de la projection du mouvement des nuages. Lorsque c'est rouge, ce sont les nuages de haute altitude. Lorsque c'est jaune, c'est la moyenne altitude. Et lorsque c'est blanc, c'est la basse altitude. Et bien évidemment, à partir du moment où il y en a un des 3, c'est pas bon. Et donc là, vous pouvez voir qu'on est bon sur Nice. Donc en fait, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, Chartres était ici et on est vraiment dans le blanc. Par contre, Nice est ici dans le noir et on est bon. Vous pouvez également utiliser la vue RR, PR, MSL, Nébu. Et cette vue-là est une vue un petit peu composite qui vous permet de voir à la fois la présence de nuages, c'est le gris, les précipitations en bleu et vert, et en blanc, c'est l'absence donc de nuages. Et vous pouvez voir que Nice est toujours bon, alors que Chartres est nuageux. Enfin, avec le site SAT24, vous pouvez voir une projection donc du déplacement des nuages, et vous pouvez même voir donc la nuit arriver sur la France. Donc bien évidemment et malheureusement, ce site ne fonctionne pas donc de nuit, et il faut observer bien évidemment la projection avant. Quelques conseils enfin pour l'observer dans les meilleures conditions possibles. Nous sommes en plein hiver pour l'hémisphère nord, ne l'oubliez pas. Et donc observer un phénomène qui dure au total plus de 5 heures, et si vous ajoutez le temps de préparation et de rangement, vous en avez pour 6 heures au minimum à l'extérieur. Il fait froid. Donc il faut déjà bien vous préparer, notamment de la chaleur. Donc mettez des vêtements de ski, notamment voilà, des pantalons de ski, des gants, un bonnet puisque l'on perd beaucoup de chaleur par la tête. Préparez de la nourriture, reposez-vous bien avant le phénomène. Et puis mettez-vous en situation vraiment d'être confortable, c'est-à-dire que vous n'allez pas non plus être l'œil rivé à l'oculaire pendant tout le phénomène, mais un bon transat ou une bonne chaise, avec pourquoi pas donc de quoi vous protéger, des couvertures ou un sac de couchage, ça vous permet de pouvoir en profiter correctement. Utilisez bien évidemment une lampe frontale, si possible rouge, de façon à pas trop éblouir et perdre votre accoutumance à l'obscurité, pour pouvoir bien évidemment vous déplacer et puis travailler sur votre télescope dans des bonnes conditions. Le matériel aussi doit être bien évidemment bien préparé. Vous pouvez bien sûr l'observer avec un petit télescope d'entrée de gamme, un télescope plus élaboré, faire de la photo, etc. Mais il y a quand même des bases. Par rapport à un télescope, je vous recommande très très chaudement de le protéger donc en fait de l'apparition de la buée. Vous êtes en hiver, la température va chuter, et donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à partir du moment où les pièces en métal et les pièces en verre de votre télescope passent à une température inférieure à la température de l'air ambiant, eh bien vous allez avoir un dépôt de rosée. Et bien évidemment, sur une lunette ou sur des miroirs ou un oculaire, vous ne pouvez plus observer correctement. Je rappelle que les miroirs, il ne faut jamais les toucher avec les doigts. Et même avec un chiffon, parce que vous allez faire des micro-rayures. Donc le meilleur moyen, en fait, c'est de ralentir ce refroidissement avec une couverture de survie qui va
isoler au niveau des échanges thermiques, mais surtout limiter finalement l'irradiation des infrarouges de votre instrument. Et vous pouvez mettre sur la partie supérieure, alors là j'ai une jupe qui est déjà faite, mais vous pouvez mettre sur la partie supérieure de votre instrument du tapis de sol, par exemple, de camping, qui va permettre de limiter les circulations d'air devant la lentille d'ouverture. Je pense à ceux qui ont des Schmidt casse-grains, des Maxutov ou des lunettes. Pareil bien évidemment pour une paire de jumelles tout simplement. Là encore pour limiter au maximum le refroidissement des lentilles et ménisques à l'ouverture. Pour ceux qui font de l'astrophotographie, bien évidemment, prévoyez des batteries de rechange, prévoyez des cartes mémoire et travaillez si possible avec un intervallomètre, c'est quand même bien plus confortable. Voilà, vous avez donc maintenant toutes les cartes en main pour pouvoir profiter au maximum de cette éclipse. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne dans la mesure où cette vidéo sera suivie de plusieurs vidéos, à savoir comment photographier la Lune avec un appareil photo numérique, comment photographier une éclipse de Lune, et là il y a aussi plusieurs choses à considérer, comment faire le traitement de ces photos que vous avez réalisées, l'objectif étant d'empiler plusieurs photos, comment faire une mosaïque lunaire, et puis enfin on parlera de la libration lunaire. Donc il y a plusieurs épisodes, et donc ce mois de janvier sur la chaîne Astro sera presque intégralement consacré donc à l'observation et à l'astrophotographie de la Lune. Ne croyez pas qu'il faut un instrument énorme pour photographier la Lune, même un appareil photo numérique avec un objectif de 200 à 300 mm de focale permet de faire déjà des choses franchement sympas, et sinon vous pouvez faire aussi des photos d'ambiance. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.